Bonjour Rachida Brakni. Bonjour. Vous êtes bien sûr la comédienne qu'on adore, Molière de la meilleure actrice, César de la révélation, et puis aussi avec les 10 sœurs. On écoutera peut-être à la fin de cette émission avec Gaëtan Roussel. Vous chantez et là, vous écrivez. Et c'est une révélation, ce premier livre, parce qu'il s'appelle Cadour. Alors, ceux qui ne savent pas se disent, tiens, Cadour, c'est un nom mystérieux, il y a ce dessin sur la couverture, mais en fait, on rentre dans quelque chose d'extrêmement intime de votre vie et en même temps très universel. Oui, et puis alors Cadour, c'est le prénom de mon papa. Et à travers la figure de mon père, c'est vrai que c'est un récit très personnel, mais je crois qu'il touche à l'universel dans le sens où des Cadours, il y en a, mais tant et tant Ouais. et tant, parce que la France a charrié toutes des vagues d'immigration successives, qu'elles soient polonaises, portugaises, italiennes, espagnoles, maghrébines. Et c'est l'histoire de ces hommes, de ces travailleurs, en tout cas l'histoire de mon père, d'un travailleur immigré qui est venu en France et qui pensait un jour retourner dans son pays. Et puis finalement, il a eu des enfants. Ses enfants sont français, moi en l'occurrence. Et le retour au pays s'éloigne. Et c'est des hommes qui sont dans une espèce de zone grise où finalement leur pays d'origine, l'histoire de leur pays d'origine continue de s'écrire sans eux. Et l'histoire du pays dans lequel ils s'inscrivent, la France, est un pays dans lequel ils ne se sentent pas tout à fait à leur place parce que tout concourt à leur rappeler qu'ils sont des immigrés. Oui. Alors évidemment, c'est aussi l'histoire d'un deuil, Oui. parce que c'était le 15 août 2020, le Covid. Ces 6 jours qui font chacun des chapitres de votre livre, hein, et qui racontent au fond un retour, j'allais presque dire, oui, à un moment vous dites, je me mets en position fétale, c'est-à-dire qu'au fond vous revenez cet enfant et vous redécouvrez votre papa et votre famille. Bien sûr, parce que c'était l'occasion non seulement de partir du présent, de ces quelques jours entre le moment de l'annonce de la mort jusqu'au moment où son corps est rapatrié en Algérie. Et ces moments, ces quelques jours sont des échappées aussi pour convoquer les souvenirs du passé et non seulement raconter la vie de cet homme, mais aussi le rapport que j'avais à mon père et en filigrane tout ce qu'il a pu me transmettre et tout ce qui fait que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait la rencontre de cet homme exceptionnel. Oui, Athis Mons, Oran, Oui. les vacances, la découverte du passé de votre papa, la découverte d'ailleurs de l'origine de votre prénom. Bien sûr. Vous allez aller retrouver ce village, vous dites, je n'aimais pas mon prénom, puis un jour vous allez découvrir d'où il vient votre prénom. Bien sûr, moi, enfant, c'est un prénom tellement courant, Rachida, et je trouvais que mes parents n'avaient pas fait preuve d'imagination. Mais quand j'ai découvert en effet que c'était le village dans lequel était né mon père, qui s'appelle Sidi Rached, c'était une façon pour lui de m'inscrire dans son histoire en me donnant le prénom de son village d'origine. Oui, un papa très pudique, Oui. hein, discret, qui, comment dire, drôle aussi. Oui. Hein, C'est ça qui est étonnant, c'est qu'à la fois quelqu'un de très pudique, de très secret, mais je pense que sa pudeur venait du fait que, au regard de la vie qu'il avait eue, qui avait été une vie quand même faite de blessures, de douleurs, c'était une façon pour lui de ne pas nous transmettre à nous, ses enfants, toute cette douleur-là. C'était une façon de nous alléger. Ouais. Et à la fois, en effet, il était très très drôle et plein d'humour et il s'identifiait complètement à la figure de Louis de Funès. Oui, et d'ailleurs, toujours quelqu'un lui demande un autographe. Oui. Hein, vous racontez ça. C'est le premier de la famille à qui on demande un autographe avant C'est vous. exactement, Hein. tout à avant fait. vous. Oui, Hein. c'est vrai. Et alors, il le fait. C'est Il ça se là où on démonte voit pas. son humour. Hein. Oui. Il signe et après, il fait une réponse avec son accent. Exactement. Et là, la dame prend la mesure de la supercherie et prend ses jambes à son cou. Et je lui fais remarquer que ce n'est pas très gentil de s'être payé la tête de cette dame. Et il me répond, c'est pas très malin non plus de penser que Louis de Funès fait ses courses à l'Euromarché d'Athis Mons. Ouais. J'ai travaillé toute ma vie, dit-il, et c'est depuis si longtemps. Tu vous dites, tu n'as pas fini ta phrase, mais je la termine pour toi. Que n'ai-je pas fait qu'ai-je fait de mal pour ne pas mériter de profiter un peu de la vie? Et là, on voit effectivement ce camion dont il parle d'ailleurs souvent, parce que quand on lui demande comment il va, il répond la carrosserie ça va, elle est un peu usée, mais le moteur tient. Non, c'est l'inverse, c'est le moteur. C'est le ça moteur va parce qui que tient. pour lui le moteur c'était sa tête, mais la carrosserie Ouais. ça va pas. Il s'identifie à son camion. Oui, un peu, et puis ça raconte aussi, je pense, ce qu'est une vie de labeur sur un corps qui s'abîme, l'érosion aussi, un peu, pour filer la métaphore de la carrosserie. Hein. C'est-à-dire que mon père a eu un certain nombre d'accidents du travail, et comme beaucoup de gens,
qui ont eu des métiers éprouvants, finalement, il n'aura pas tant profité de sa retraite que ça. Parce que tout d'un coup, le corps s'arrête dans ce corps qui est programmé pour travailler et répéter toujours les mêmes gestes. Et puis, tout d'un coup, quand ils peuvent profiter de la vie, il y a tout qui commence à foutre le camp. Oui, alors vous imaginez l'arrivée à Marseille, le bateau, hein, vous racontez, vous parlez de lui, vous essayez de vous mettre à sa place, hein, Rachida, sur ce bateau qui t'a débarqué à Marseille, au moins, est-ce que ton esprit a pu voguer le temps de la traversée? T'es-tu laissé heurter, bercé par le roulis, le Mistral qui t'a soufflé tes rêves, que tu pointes du doigt, enfoui jusque-là sous l'épaisse callosité de tes mains? Et d'ailleurs, il lui manquait... 2 doigts. 2 doigts, oui. As-tu succombé, comme tant d'autres, au chant des sirènes qui prédisait monts et merveilles en venant en France? Oui. C'est toutes ces questions. Je pense que, comme beaucoup de gens qui décident... je pense déjà que quand on quitte un pays, on ne le fait pas de gaieté de cœur. On le fait vraiment pour des questions de survie, tout simplement, ce qui a été le cas de mon père. Et je me suis toujours demandé si, en quittant l'Algérie et en arrivant en France, évidemment, c'était pour une vie meilleure, mais... avait-il soupçonné à quel point ce serait pas si facile que ça? Et c'est en ça d'ailleurs que j'aime beaucoup cette chanson de Dahmen Al-Harachi qui a été reprise par Rachida et qui est un tube planétaire, Yarayah, sur laquelle tout le monde danse. Mais cette chanson raconte l'exil et les paroles à un moment disent « Si on t'avait dit quel serait le chemin, est-ce que tu aurais finalement quitté ce pays d'où tu viens ?» Oui. Alors vous aimeriez qu'il puisse dire qu'il soit français. Lui veut rester algérien. Alors c'est pas tant qu'il soit français, parce que je pense que quand on est né en Algérie ou quel que soit le pays et qu'on a passé toute son enfance, son adolescence, mon père est arrivé en France à l'âge de 18 ans, c'était pas une histoire d'être français ou pas, puisque par exemple mon père considérait que j'étais française, et c'est bien pour ça qu'il me disait quand tu auras ton bac, je retournerai vivre en Algérie, et puis toi, comme tu es française, tu feras ta vie ici en France, qui est tout à fait normal et légitime. Mais non, c'était le fait de ne pas vouloir être enterrée en France. Oui. Et moi, évidemment, que égoïstement, je voulais mon père en France pour la bonne et simple raison que j'aurais pu lui rendre visite beaucoup plus facilement. En tout cas, me recueillir sur sa tombe. Mais j'ai respecté son choix parce que c'était le sien. Et évidemment, j'échafaude tout un tas d'hypothèses sur le pourquoi de vouloir absolument retourner sur sa terre d'origine. Oui. Mais je pense que c'est inhérent à tout un tas de gens, et c'est pas juste lié à l'Algérie, mais même au sein même du territoire français. Un Corse, il voudra retourner sur sa terre. Il dit à un moment, j'aurai toujours une tête d'arabe de toute façon. Oui, parce qu'il ne voulait pas prendre la nationalité française. Ouais. Et j'essayais de lui faire comprendre que déjà sa retraite, qui était très, 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 très faible, allait être ponctionnée de 20% parce qu'il n'avait pas la nationalité française. Il ne voulait pas déroger à cette règle. C'est de toute façon, à quoi bon prendre la nationalité française? J'aurai toujours ma tête d'arabe. Ouais. En fait, il voulait dire je serai toujours renvoyée à ce qu'on projette de moi, c'est-à-dire un homme arabe, musulman, et on ne me considérera jamais comme français. Oui. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a pu donner à ce pays? Et ça, oui. Vous dites, toi l'arabe, tu ne veux pas être enseveli dans cette terre sur laquelle tu as déversé ta sueur, sans jamais te plaindre, travaillant d'arrache-pied, refusant en bon élève les arrêts maladie préconisés par le médecin. Il a été comme ça. Ah oui. Toujours droit. Ah oui, toujours droit. Et puis il nous a transmis, mais de toute façon, mon père et ma mère nous ont toujours transmis non seulement la valeur du travail, mais cette idée de on doit bien faire les choses. Et c'est vrai que moi, j'ai vu mes parents vraiment l'expression se ruiner la santé au travail, et sans jamais prendre un arrêt maladie, alors que parfois leur état le nécessitait. Et même malade, tant qu'ils n'avaient pas les 2 genoux à terre, continuer parce qu'ils se sont engagés, parce qu'ils ont donné une parole, et puis parce que c'est comme ça qu'ils étaient tout simplement constitués. Donc ils nous ont transmis ces valeurs-là. Oui. Et on le renvoie évidemment aussi à ça,
Quand il va acheter un livre pour vous, qui est hospitalisé, un livre vert, vous n'en voyez que la couverture, et il croit bien faire, il est fier d'amener un livre à sa fille qu'il aime tant, et on lui dit non monsieur, ça c'est pas pour votre fille, et on le lui enlève. Mais oui, parce que bon, malheureusement, il ne savait pas lire ni écrire, et c'était pas une lecture adaptée à mon âge, et lui avait tout simplement été attiré par cette belle couverture, et il était très fier de me faire ce cadeau, hein. Mais forcément, il m'a transmis, et comme ma mère d'ailleurs, pour eux, l'école, les études, ça allait être la porte d'entrée pour une vie meilleure et puis pour mon émancipation. Et bien que ni l'un ni l'autre ne sache ni lire ni écrire, m'ont transmis cet amour des mots et de la littérature, parce que c'est par là que j'allais pouvoir m'accomplir, comme eux n'avaient pas pu s'accomplir. C'est-à-dire que mon père me disait toujours, mais très sérieusement, hein, au premier degré, hein, si j'avais fait des études, je serais quelqu'un. Et moi, ça me déchirait le cœur, parce que qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un ? L'inverse de quelqu'un, c'est rien. Tu te considères comme rien. Et moi, ça me bouleverse. Et tout comme il me disait, si j'avais fait des études, j'aurais été président de la République, pas moi. Et alors, je le disais, vous allez avoir des récompenses, vous devenez une actrice célèbre, et on vous renvoie, on vous dit, mais enfin, comment vous avez fait avec votre famille pour être là où vous êtes ? Comment vous arrivez même à dire des alexandrins, vous ? Venant d'une banlieue, d'une cité. Voilà, et vous entendez ça, et on vous renvoie à votre papa. Ah oui, et c'était... Comme si c'était un poids pour vous, nécessairement. Oui, et c'était très douloureux, parce que c'est comme si mon père cristallisait tout d'un coup tout le cliché de l'homme arabe musulman, et forcément j'étais en rupture de banc avec mes parents, alors que, enfin, pas du tout. Enfin, moi, mes parents m'ont toujours soutenue dans tout ce que je voulais faire et accomplir. D'une part, par ailleurs, ils étaient très fiers, et j'étais très attristée, parce qu'en fait, il y a différentes choses. Déjà, je pense qu'il y a un mépris de classe, d'une certaine manière, et ça, quelle que soit notre origine, il y a un mépris de classe sur le fait que comment on peut se retrouver à la Comédie Française à dire des alexandrins, à jouer la reine de Ruy Blas, alors que voilà, on vient de banlieue. Et puis là-dessus venait se rajouter le fait que, évidemment, le cinéma, c'est un métier d'image. Et mon père allait forcément être en désaccord avec ça, alors que pas du tout. Et c'était très humiliant et insultant pour mon père. Je trouve que c'était lui faire injure à son intelligence. Ouais. Et alors, il y a une rencontre, évidemment, avec l'homme de votre vie, Éric Cantona. Vous devriez être là quand il va rencontrer votre papa, et vous n'êtes pas là. Et là, et c'est très touchant aussi d'imaginer, vous l'avez raconté, que Éric lui offre un pastis. Oui. Et mon père, très et presque intimidé. Oui, Éric Cantona est presque intimidé en rencontrant votre papa. Bien sûr, c'était la première rencontre, et je n'étais pas là. Et j'étais tellement terrorisée par cette première rencontre, parce que, évidemment, quand on aime très fort son père et qu'on aime très fort un homme, on a envie que d'une chose, c'est que ces deux êtres-là se rencontrent et s'entendent. Et donc j'avais exercé une pression mais énorme sur Éric, et malheureusement je ne suis pas présente lors de leur rencontre, et Éric lui propose un pastis, et mon père pudiquement lui dit je ne bois pas d'alcool, et j'étais très heureuse en rentrant de les découvrir tous les deux riant aux éclats. C'était pour moi, voilà, c'était fait. En plus, vous dites, ils ont un peu le même humour, tous les deux. Vous avez retrouvé chez Éric l'humour de votre papa. Oui, un humour nul, on peut dire. Un humour carambar, j'appelle ça. On peut avoir des exemples de... Oui, dans le livre, j'en donne quelques-uns, c'est vrai. Oui, non, mais et en même temps tellement attendrissant, tellement touchant, voilà. Tellement beau, au fond. Oui, j'espère. Cette maladresse, tout ça, votre papa... Bon, là, il y a la famille, il y a tous ces moments difficiles du deuil. Il y a votre solitude aussi à ce moment-là. Voilà, la peine et tous les petits détails de la vie. L'odeur du repas funèbre qui devrait être bonne et qui vous donne envie presque de vomir. Oui. C'est-à-dire, au fond, la vie qui ne sera plus jamais la même. Bien sûr. Oui, bien sûr, je pense. Alors ça, c'est certain. Mais je crois aussi que, indépendamment de ça, c'est raconter aussi ce qu'est un bonheur à bas bruit. C'est-à-dire que un homme qui, certes, oui, a travaillé toute sa vie, on n'a jamais manqué de rien. Enfin, en tout cas, on n'a pas manqué de l'essentiel. Et comment rendre compte de ça, de ce bonheur à bas bruit, qui n'est ni clinquant, ni ostentatoire, mais qui est tout simplement ce que j'appelle, moi, de l'amour à l'état pur, et de la transmission
Oui, encore une fois, extraordinaire. Mes parents m'ont enseigné l'essentiel, je pense. C'est m'affranchir de tout un tas de choses et surtout être quelqu'un de libre et d'aller où bon je pouvais aller, enfin où bon me semble, sans avoir le poids soit du qu'en dira-t-on, soit de mes parents qui ne seraient pas en accord avec mes choix. Bien au contraire. Enfin, c'est raconter ce que je crois qui concerne aussi beaucoup de gens. C'est le rapport à un père empreint de respect. C'est ce que je dis, mon père, je le respectais, mais je ne le craignais pas. On pouvait avoir des discussions très animées l'un et l'autre, mais je ne le craignais pas. Je pouvais l'affronter sans crainte, mais je le respectais. Et je pense que c'est important et que beaucoup peuvent se reconnaître, voilà, en tant que fille, dans son rapport au père, qui a une autre histoire que la vôtre, un autre rapport à la langue, un autre rapport aux origines, quoique, mais plein de tout cet amour, vous vous laissez porter, voilà, par cet homme qui certes ne sait pas lire ni écrire, mais vous a enseigné l'essentiel. Ouais. Il savait écrire l'amour d'une autre manière. Ça s'appelle Cadour. Hein. On va revoir le visage de votre papa, je veux dire, avant de se quitter. Puis on va écouter Lady Sœur, une chanson de ce duo formidable avec Gaëtan Roussel que vous faites, qu'on pourra applaudir à nouveau au Francophonie de La Rochelle cette année. Regardez le visage de votre papa et se dire qu'un jour il passerait à la télé, comme ça, avec sa fille qui en parle. Je crois qu'il serait super heureux. Enfin, de toute façon, je sais qu'il est là quelque part et lui qui était cabot, je pense qu'il serait pas mécontent que j'ai écrit ce livre sur lui. Ouais. Ben, on pense à lui alors, sans l'avoir connu, mais maintenant on le connaît un peu. Ce livre est magnifique. Ce livre est vraiment absolument formidable. Merci. Merci beaucoup, Rachida, d'avoir été là. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas.